Les constructeurs automobiles appellent cela des innovations, des avancées technologiques, du progrès indispensable. Mais si tu soulèves le capot, si tu regardes attentivement la facture du garage, si tu compares honnêtement la durée de vie d'une voiture d'il y a 20 ans avec celle d'une voiture d'aujourd'hui, tu te rends compte d'une chose profondément troublante. Les voitures modernes sont bourrées d'équipements qui les rendent plus fragiles, beaucoup plus chères à entretenir, et bien plus difficiles à réparer que les générations qu'elles ont remplacées. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart de ces équipements, tu ne les as jamais demandés. Ils sont là de série, imposés sans que tu aies eu le choix, et tu vas payer pour eux pendant toute la durée de vie de ta voiture, sans même savoir qu'ils sont en train d'en raccourcir l'espérance. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 15 équipements modernes les plus destructeurs pour la fiabilité de ta voiture, en commençant par le numéro 15 et en remontant jusqu'au numéro 1. Et le numéro 1, c'est celui qui a probablement déjà causé des pannes sur ta voiture sans que tu le saches. C'est celui qui coûte le plus cher aux automobilistes français chaque année. C'est celui que les constructeurs refusent d'abandonner parce qu'il leur permet de respecter les normes européennes tout en économisant des milliards sur la fabrication. Reste jusqu'au bout parce que si tu prévois d'acheter une voiture dans les prochains mois, cette vidéo peut te faire économiser plusieurs milliers d'euros. Avant de commencer ce compte à rebours, il faut que tu comprennes pourquoi cette liste existe et pourquoi elle est urgente. Dans les années 90 et 2000, une voiture bien entretenue pouvait rouler 300 000 km sans souci majeur. Tu avais un moteur atmosphérique simple, une boîte manuelle robuste, des commandes mécaniques directes, des pièces accessibles et peu coûteuses. L'entretien se résumait à de l'huile, des filtres, des bougies, des courroies, des plaquettes de frein. Aujourd'hui, une voiture neuve embarque en moyenne 40 capteurs électroniques, 3 calculateurs distincts, un système anti-pollution qui coûte parfois plus cher que le moteur lui-même, et des pièces qu'aucun particulier ne peut remplacer sans un appareil de diagnostic professionnel à 2000 €. Le résultat, c'est que la durée de vie moyenne avant la première grosse panne a diminué, les factures de garage ont explosé, et les voitures sont devenues des objets jetables. Pas parce que les ingénieurs sont moins compétents, mais parce que les normes anti-pollution et la course effrénée au marketing ont forcé l'intégration d'équipements qui fragilisent structurellement les véhicules. Chaque équipement que je vais te présenter n'est pas de la théorie abstraite. Ce sont des pannes que les garages français constatent tous les jours, des pannes documentées, chiffrées, et que tu peux anticiper si tu sais exactement où regarder. On y va, numéro 15, les grandes jantes. Tu as sûrement remarqué que les jantes des voitures neuves sont devenues de plus en plus imposantes au fil des années. Dans les années 2000, une Peugeot 307 roulait confortablement sur des jantes 16 pouces et tout le monde trouvait ça parfaitement adapté. Aujourd'hui, une Peugeot 308 d'entrée de gamme est livrée en 17 pouces, et les versions haut de gamme montent à 18, voire 19 pouces. C'est esthétiquement séduisant, ça donne un aspect sportif, mais c'est une catastrophe silencieuse pour ta fiabilité et ton portefeuille. Plus la jante est grande, plus le flanc du pneu est fin et moins il absorbe les chocs du quotidien. Chaque nid de poule, chaque ralentisseur, chaque bord de trottoir mal négocié se transmet directement à la jante, à la suspension et au roulement de roues. Les garages voient arriver régulièrement des voitures de 3 ans à peine avec des jantes voilées et des roulements à remplacer, uniquement parce que les flancs de pneus étaient trop fins pour protéger le train roulant. Et en matière de coût, un pneu 225-45 18 pouces coûte en moyenne 70% de plus qu'un pneu 185-55 16 pouces. Multiplie ça par 4 pneus, 2 fois par an si tu alternes été et hiver, et l'addition devient vite douloureuse. Le conseil malin, si tu achètes une voiture, choisis systématiquement la finition proposant les plus petites jantes disponibles. Ta suspension te remerciera, tes pneus dureront davantage, et tu économiseras plusieurs centaines d'euros chaque année. Numéro 14, le toit panoramique. Le toit panoramique, c'est l'équipement dont tout le monde rêve en salle de concession, et que beaucoup regrettent amèrement au bout de 3 ans d'utilisation. Pourquoi ? Parce qu'un toit panoramique représente une immense surface vitrée intégrée directement dans la structure porteuse de la carrosserie. Cette surface vitrée ajoute entre 30 et 50 kg en hauteur, ce qui élève le centre de gravité du véhicule et modifie sensiblement sa dynamique de conduite. Mais surtout, un toit panoramique possède des joints périphériques qui, avec le temps, les ultraviolets, et les variations de température entre moins 10 degrés en hiver et plus 40 degrés en été, se dégradent inexorablement. Des infiltrations d'eau apparaissent, l'humidité pénètre dans le ciel de toit, dans les colonnes de carrosserie, dans les connecteurs électroniques. Et une infiltration d'eau dans l'électronique d'une voiture moderne, c'est le début d'une cascade de pannes aléatoires et intermittentes qui peuvent rendre fou n'importe quel mécanicien. Le remplacement d'un toit panoramique fissuré ou au joint défaillant coûte entre 1 500 et 3 000 € selon le modèle concerné. C'est l'un des postes de réparation les plus lourds sur les véhicules d'occasion de 5 à 8 ans. Numéro 13, la clé main libre. Tu adores ne plus avoir à sortir ta clé de ta poche pour ouvrir ou démarrer ta voiture.
Sauf que les voleurs apprécient exactement autant cette fonctionnalité. Le vol par relais, que les spécialistes appellent le relais attack, est une technique qui exploite précisément le signal radio permanent émis par ta clé main libre. Le principe est redoutablement simple. Deux voleurs équipés chacun d'un boîtier électronique bon marché. L'un se positionne à proximité de ta maison pour capter le signal de ta clé à travers la porte d'entrée. L'autre reste à côté de ta voiture garée. Les deux boîtiers relaient le signal comme une antenne, et ta voiture croit que la clé est tout près. Elle s'ouvre, elle démarre, et elle disparaît en quelques secondes. En France, le vol par relais représente une part croissante des vols de véhicules, particulièrement sur les SUV premium. Une Toyota RAV4, un Peugeot 3008, un BMW X3, ce sont les cibles favorites de cette technique. La parade existe, elle coûte 10 €. C'est un étui blindé pour ta clé, une pochette dite cage de Faraday, qui bloque totalement le signal radio quand tu ne l'utilises pas. 10 € pour protéger une voiture de 30 000 €, mais aucun concessionnaire ne t'en parlera spontanément. Numéro 12, le frein de parking électrique. Sur une voiture ancienne, le frein à main est un levier mécanique directement relié par un câble aux étriers arrière. Quand ce câble casse, c'est une pièce à 30 € que n'importe quel garage remplace en 1 heure. Sur une voiture moderne, le frein de parking électrique est un moteur intégré dans l'étrier arrière, piloté par un calculateur dédié, commandé par un simple bouton sur la console centrale. C'est élégant en apparence, mais quand ça tombe en panne, la situation devient rapidement très coûteuse. Premier problème, le coût des pièces. Un étrier de frein avec moteur intégré coûte entre 3 cents et 500 € l'unité, contre 80 € pour un étrier classique, et il y en a 2 sur le véhicule. Deuxième problème, le remplacement des plaquettes de frein. Sur un système classique, n'importe quel bricoleur compétent change ses plaquettes en 30 minutes avec un cric et une clé. Sur un frein de parking électrique, il faut un outil de diagnostic informatique pour rétracter le moteur électrique avant même de pouvoir accéder aux plaquettes. Sans cet outil, tu ne peux absolument rien faire. Tu es prisonnier du garage officiel. Troisième problème, sur certains modèles après quelques années d'utilisation, le mécanisme se grippe, la voiture reste complètement bloquée, et la facture de dépannage peut atteindre 1 000 €. Un câble et un levier, c'est tout ce qu'il fallait, et ça fonctionnait parfaitement depuis 100 ans. Numéro 11, les phares LED intégrés. Les phares à LED, c'est magnifique visuellement, un éclairage blanc et puissant, une durée de vie théorique de 20 000 heures, une consommation électrique réduite. Sur le papier, c'est un progrès incontestable, jusqu'au moment où un phare tombe en panne. Sur une voiture des années 2000, une ampoule halogène coûtait entre 5 et 15 €. Tu l'achetais dans n'importe quelle grande surface, tu ouvrais le capot, tu la changeais toi-même en 5 minutes. Total de la réparation, 20 € maximum. Sur une voiture moderne équipée de phares LED intégrés, l'ampoule n'est plus remplaçable séparément car le module LED est directement soudé dans le bloc optique. Quand une LED faiblit ou lâche, il faut remplacer l'ensemble du bloc optique, et le prix oscille entre 8 cents et 2 500 € selon le modèle. Sur les systèmes Matrix LED, ceux qui adaptent dynamiquement le faisceau lumineux en fonction du trafic environnant, le coût monte encore davantage, jusqu'à 3 000 € le bloc optique sur certains modèles Audi ou Mercedes, avec un calibrage électronique supplémentaire obligatoire ensuite. Résultat, des milliers de propriétaires roulent avec un phare défaillant faute de moyens pour le remplacer, ce qui est à la fois illégal et dangereux pour tous. Numéro 10. L'écran tactile central. Il y a 10 ans, tu avais des boutons physiques dédiés pour la climatisation, pour la radio, pour le chauffage des sièges. Chaque commande possédait son propre bouton que tu localisais sans quitter la route des yeux. Aujourd'hui, les constructeurs ont massivement remplacé la quasi-totalité de ces commandes physiques par un grand écran tactile central. Cette décision, prise essentiellement pour réduire les coûts de fabrication, a 2 conséquences graves. La première est sécuritaire. Pour simplement modifier la température de la climatisation, tu dois regarder l'écran, naviguer dans un zoom-nu, toucher précisément un curseur. Tes yeux quittent la route pendant 3 à 5 secondes. À 130 km/h sur autoroute, c'est 180 mètres parcourus totalement à l'aveugle. L'organisme européen Euro NCAP a d'ailleurs commencé à pénaliser dans ses tests les véhicules dépourvus de commandes physiques essentielles. La deuxième conséquence est une question de fiabilité pure. Un bouton mécanique bien conçu est pratiquement indestructible et dure toute la vie du véhicule. Un écran tactile, c'est de l'électronique complexe qui peut buguer, se figer, devenir non réactif par grand froid ou par forte chaleur estivale. Et quand l'écran tombe en panne, tu perds simultanément l'accès à la climatisation, à la navigation, au réglage moteur, parfois même aux aides à la conduite. Le remplacer coûte entre 8 cents et 1 500 €. Volvo a récemment fait marche arrière en réintroduisant des commandes physiques sur ses nouveaux modèles face aux plaintes massives des clients.
Mais la majorité des constructeurs persistent dans cette direction parce qu'un écran unique coûte moins cher à fabriquer que 30 boutons individuels. Numéro 9. Le régulateur de vitesse adaptatif. Le régulateur de vitesse adaptatif, appelé ACC, maintient automatiquement une distance de sécurité avec le véhicule qui précède grâce à un radar ou une caméra placée dans la calandre ou derrière le pare-brise. Le système lui-même fonctionne généralement très bien en usage normal. Le problème réside dans le coût de réparation en cas d'accident même léger. Un simple accrochage à basse vitesse sur un parking, un petit choc sur le pare-choc avant, et le capteur radar est endommagé. Le capteur seul coûte entre 4 cents et 800 €. Mais il faut ensuite un calibrage spécialisé sur un banc dédié avec un technicien certifié. Facture totale entre 8 cents et 1500 € pour un choc qui, sur une voiture de la génération précédente, aurait coûté 200 € de carrosserie simple. Et le pare-brise sur ces véhicules équipés de caméras frontales ADAS n'est plus non plus une simple vitre à changer. Chaque remplacement nécessite un recalibrage complet de la caméra, ce qui transforme un pare-brise à 300 € en une réparation à 7 cents, voire 1000 €. Certaines compagnies d'assurance ont même relevé leur franchise spécifiquement sur les véhicules équipés de ces technologies. Numéro 8. Le système Start and Stop. Ce système coupe automatiquement le moteur quand tu t'immobilises à un feu rouge et le redémarre quand tu relâches le frein. L'intention est de réduire la consommation en circulation urbaine et de diminuer les émissions de CO2 homologuées. En pratique, le moteur peut effectuer jusqu'à 100 démarrages par jour en conduite urbaine dense. Un démarreur classique de voiture est conçu pour environ 50 000 cycles de démarrage au cours de sa vie. Avec le Start and Stop actif, tu atteins cette limite en moins de 2 ans. Les constructeurs utilisent des démarreurs renforcés, mais ce sont tout de même des pièces d'usure coûtant 2 à 3 fois le prix d'un démarreur standard. Et le Start and Stop exige une batterie spéciale de technologie AGM ou EFB, dont le prix oscille entre 150 et 300 €, contre 70 € pour une batterie conventionnelle. Le gain réel en consommation en cycle urbain est estimé entre 3 et 5% seulement. Sur une année de 12 000 km, cela représente environ 30 à 50 € d'économie de carburant, pour un surcoût d'entretien qui dépasse très largement ce maigre bénéfice. Numéro 7. Le système AdBlue. Sur tous les véhicules diesel vendus en France depuis la norme Euro 6, un réservoir d'AdBlue est obligatoire par la réglementation. L'AdBlue est une solution aqueuse d'urée injectée dans la ligne d'échappement pour neutraliser les oxydes d'azote nocifs. Le système lui-même fonctionne correctement tant qu'il est intact. Le problème, c'est que le circuit AdBlue est composé d'un réservoir chauffant, d'un injecteur, d'une pompe, d'un capteur de niveau et d'un catalyseur SCR. Quand l'un de ces composants défaille, le calculateur moteur accorde un délai de quelques centaines de kilomètres avant de bloquer définitivement le démarrage du véhicule. Tu ne peux plus démarrer. Sans aucun mode dégradé, sans aucune solution temporaire, la voiture refuse de bouger. Le remplacement d'un injecteur AdBlue coûte entre 4 cents et 800 €, et le module complet peut dépasser 1500 € selon le constructeur. C'est un système complexe et coûteux qui n'existait tout simplement pas il y a 10 ans. Numéro 6. La vanne EGR. La vanne de recirculation des gaz d'échappement réinjecte une partie des gaz brûlés dans l'admission moteur pour réduire chimiquement les oxydes d'azote. Le problème, c'est que ces gaz brûlés contiennent de la suie, de l'huile imbrûlée, et des résidus carbonés qui encrassent progressivement le collecteur d'admission, les soupapes et la vanne elle-même. En conduite urbaine où le moteur ne monte jamais suffisamment en température pour consumer ces résidus, l'encrassement devient dramatique et rapide. La vanne EGR se bloque partiellement ou totalement, le moteur perd de la puissance, la consommation augmente, et le voyant moteur s'allume au tableau de bord. Le nettoyage professionnel de la vanne EGR coûte entre 150 et 300 €, et son remplacement entre 3 cents et 600 €. Et c'est une intervention à renouveler tous les 60 000 à 80 000 km sur la plupart des diesels français. Un entretien récurrent et onéreux que les constructeurs ne mentionnent jamais dans les carnets d'entretien officiels. Numéro 5. Le filtre à particules. Le filtre à particules, appelé FAP sur les diesels et GPF sur les essences récents, est probablement l'équipement anti-pollution qui génère le plus grand nombre de visites imprévues au garage en France. Son rôle est de piéger physiquement les particules fines émises par la combustion. Régulièrement, le calculateur déclenche une régénération automatique en augmentant la température des gaz d'échappement pour brûler les particules accumulées. Ce processus dure entre 15 et 30 minutes et nécessite impérativement une conduite soutenue sur route ou autoroute. Le problème, c'est que des millions de conducteurs français roulent exclusivement en milieu urbain, trajets courts, faible vitesse, moteur froid. Le moteur n'atteint jamais la température nécessaire à la régénération complète, les particules s'accumulent, le filtre se colmate progressivement. D'abord un message d'alerte sur le tableau de bord,
puis une perte de puissance notable, puis le passage forcé en mode dégradé, puis l'immobilisation totale du véhicule. Le nettoyage professionnel d'un FAP coûte entre 3 cents et 500 €. Son remplacement coûte entre 1000 et 2500 € sur un diesel, et jusqu'à 3000 € sur certains moteurs essence turbo récents. Et la suppression du FAP est illégale en France et détectée systématiquement lors du contrôle technique. Le pire, c'est que ce problème aurait pu être évité avec une simple information transparente. Un avertissement dans le manuel du propriétaire du type: ce véhicule nécessite un trajet d'au moins 30 minutes sur route rapide une fois par semaine pour son bon fonctionnement, aurait suffi à prévenir des milliers de pannes coûteuses. Mais aucun vendeur en concession ne te précise ça quand tu achètes une citadine diesel pour faire 6 km par jour. Numéro 4. L'injection directe et l'encrassement des soupapes. L'injection directe est le système qui projette le carburant directement dans la chambre de combustion plutôt que dans le collecteur d'admission. Le gain en rendement est réel, meilleure puissance, consommation réduite. Mais il existe un effet secondaire que les constructeurs connaissent depuis les débuts de cette technologie et qu'ils n'ont jamais véritablement résolu. Sur un moteur à injection indirecte classique, le carburant passe par les soupapes d'admission avant d'entrer dans la chambre de combustion, et en passant, il les nettoie naturellement. Les résidus d'huile et de combustion sont dissous et évacués. Les soupapes restent propres pendant toute la vie du moteur. Sur un moteur à injection directe, le carburant contourne complètement les soupapes. Plus rien ne les nettoie. Les vapeurs d'huile issues du circuit de ventilation du carter se déposent sur les soupapes, et en quelques dizaines de milliers de kilomètres, une couche épaisse de calamine noire se forme. Les soupapes ne ferment plus correctement, le moteur perd de la puissance, vibre anormalement, consomme davantage, et dans les cas avancés, les soupapes se bloquent définitivement. Le nettoyage de la calamine sur les soupapes d'un moteur à injection directe coûte entre 3 cents et 800 €. Et c'est une intervention à renouveler tous les 60 000 à 80 000 km en usage urbain. Ce problème touche absolument tous les constructeurs sans exception. Le TSI de Volkswagen, le PureTech de Peugeot et Citroën, le TCE de Renault, l'EcoBoost de Ford, et aucun ne l'intègre dans son plan d'entretien officiel. Numéro 3. La boîte à double embrayage à sec. La boîte automatique à double embrayage, c'est ce que Volkswagen appelle DSG, Renault EDC, Peugeot et Citroën EAT, et Ford PowerShift. Le principe est séduisant. 2 embrayages qui alternent en permanence pour des changements de rapport ultra rapides sans interruption du couple moteur. La conduite est fluide et le rendement énergétique est meilleur qu'une boîte à convertisseur de couple classique. Mais il existe 2 types de boîtes à double embrayage. Les boîtes à embrayage humide qui baignent en permanence dans un bain d'huile et qui sont généralement fiables sur le long terme, et les boîtes à embrayage à sec qui ne bénéficient d'aucune lubrification continue. Ce sont ces dernières qui constituent une catastrophe mécanique. Les boîtes à embrayage à sec sont montées sur les petits moteurs pour des raisons économiques et de compacité, et elles équipent la majorité des citadines et compacts vendus en France. Elles souffrent de 2 problèmes majeurs documentés. Le premier, ce sont les à-coups et vibrations désagréables à basse vitesse. En ville, dans les embouteillages, ces boîtes hésitent, saccadent, patinent. Ce n'est pas un défaut de réglage corrigible, c'est structurel et inhérent à la technologie. Le deuxième problème, c'est l'usure prématurée de l'embrayage. Sans lubrification permanente, le disque s'use beaucoup plus vite qu'un embrayage traditionnel. Sur certains modèles, l'embrayage est à remplacer dès 60 000 km, pour un coût compris entre 1500 et 2500 €, contre 800 € pour un embrayage classique. Ford a fait l'objet d'un recours collectif aux États-Unis pour sa boîte PowerShift. Renault a accumulé des milliers de plaintes sur la EDC montée sur les Clio et Captur. Le problème est parfaitement documenté, connu de longue date, et pourtant ces boîtes continuent d'être vendues massivement. Si tu hésites entre boîte manuelle et boîte automatique, vérifie toujours si la boîte est à embrayage humide ou à sec, parce que la différence, c'est parfois la différence entre une boîte qui tient 300 000 km et une boîte qui lâche à 60 000. Numéro 2. Le moteur PureTech. Ce numéro 2 concerne directement des millions d'automobilistes français. Le moteur PureTech, c'est le 3 cylindres turbo-essence que le groupe Stellantis monte depuis 2012 sur la quasi-totalité de ses Peugeot, Citroën, DS et Opel. C'est le 1,2 PureTech 110 et 130 chevaux, le moteur le plus vendu en France pendant presque 10 ans consécutifs. Ce moteur cumule plusieurs des problèmes évoqués dans cette vidéo. Injection directe donc encrassement des soupapes, turbocompresseur sur un petit bloc 3 cylindres donc contraintes thermiques élevées, et surtout un défaut de conception grave sur la courroie de distribution immergée. La courroie de distribution de ce moteur baigne dans l'huile moteur, en théorie pour la lubrifier et la protéger sur le long terme. En pratique, l'huile moteur dégrade progressivement le caoutchouc de la courroie, elle s'étire, elle se fissure, et quand elle se casse, les soupapes entrent violemment en contact avec les pistons. Le moteur est détruit instantanément,
C'est ce qu'on appelle un moteur dit interférent. Des milliers de conducteurs en France ont subi cette casse catastrophique, souvent avant 100 000 km, parfois avant 60 000 km seulement. Un moteur de remplacement coûte entre 4 000 et 7 000 euros selon l'état du marché. Si tu envisages d'acheter une Peugeot ou une Citroën d'occasion produite entre 2012 et 2022, vérifie impérativement si c'est un PureTech. Et maintenant le numéro 1, celui qui touche le plus grand nombre de voitures en circulation, celui qui coûte le plus cher sur le long terme, et celui que les constructeurs défendent encore bec et ongles auprès des régulateurs. Numéro 1, le downsizing moteur. Le downsizing, c'est la stratégie industrielle qui consiste à réduire significativement la cylindrée du moteur et à compenser la perte de puissance par un turbocompresseur. Au lieu d'un moteur 2 litres atmosphérique naturellement peu sollicité, on te propose désormais un moteur 1 litre ou 1,2 litres turbocompressé. Même puissance affichée sur le papier, consommation réduite sur le cycle d'homologation officiel. Tout le monde semble satisfait, sauf toi une fois dans la vraie vie. Parce que dans la réalité quotidienne, un petit moteur turbocompressé travaille en permanence sous une pression thermique et mécanique disproportionnée par rapport à sa taille. Le turbocompresseur tourne à des vitesses comprises entre 150 000 et 200 000 tours par minute. La température des gaz d'échappement dans le collecteur dépasse régulièrement 900 degrés. Les contraintes appliquées sur un bloc moteur d'1 litre seulement sont absolument disproportionnées par rapport à sa cylindrée. Le résultat, c'est une liste de défaillances récurrentes que les moteurs atmosphériques de la génération précédente ne connaissaient tout simplement pas. Premièrement, la casse du turbocompresseur. Le turbo est la pièce la plus sollicitée de tout le moteur. Sa durée de vie varie énormément selon le type d'utilisation. En conduite urbaine avec des cycles courts où le turbo monte violemment en température sans jamais avoir le temps de refroidir correctement entre deux trajets, la durée de vie peut tomber à 100 000 km à peine. Le remplacement d'un turbocompresseur coûte entre 1200 et 2500 euros pièce et main-d'œuvre. Deuxièmement, la consommation d'huile excessive et structurelle. Les petits moteurs turbo consomment davantage d'huile que les moteurs atmosphériques de cylindrée équivalente. 1 litre tous les 5000 km est courant sur ces blocs. Ce n'est pas une fuite détectable, c'est structurel. L'huile se consume dans les segments de piston qui travaillent en permanence à des températures bien plus élevées. Troisièmement, l'encrassement accéléré de tous les systèmes antipollution. Le turbo amplifie tous les problèmes d'encrassement décrits précédemment dans cette vidéo. Le filtre à particules, la vanne EGR, le catalyseur SCR, tout se colmate plus rapidement parce que le moteur travaille proportionnellement bien plus fort pour sa taille. Et l'ironie suprême, c'est la consommation réelle en usage normal. Les cycles d'homologation WLTP sont réalisés à charge partielle dans des conditions très spécifiques où le turbo est à peine sollicité. En conduite réelle, quand tu accélères pour t'insérer sur l'autoroute, quand tu doubles un camion, quand tu montes une longue côte chargée avec des passagers, le turbo entre immédiatement en action et la consommation explose bien au-delà des chiffres officiels. Plusieurs études européennes indépendantes ont confirmé que l'écart entre la consommation homologuée et la consommation réelle est systématiquement plus important sur les moteurs downsizés que sur les anciens moteurs atmosphériques. Tu as remplacé un moteur simple, robuste, durable et honnête en consommation par un moteur complexe, fragile, coûteux à entretenir et trompeur sur le papier. Tout ça pour permettre au constructeur d'afficher un meilleur chiffre d'émissions de CO2 homologué, le même chiffre qui lui permet d'éviter les amendes européennes sur les émissions moyennes de sa gamme. Le downsizing est le symbole parfait de tout ce qui ne va pas dans l'automobile moderne. Un équipement conçu pour satisfaire une norme administrative et éviter des pénalités financières, et non pour satisfaire le conducteur qui paie et qui subit. 15 équipements, 15 sources de panne documentées, 15 raisons concrètes pour lesquelles ta facture de garage est bien plus lourde que celle de tes parents pour un véhicule équivalent. Mais je ne veux surtout pas que tu retiennes de cette vidéo que tout est perdu et qu'il ne faut plus acheter de voiture. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'aujourd'hui plus que jamais le choix de ta voiture est avant tout un choix de fiabilité, et que ce choix, tu peux le faire intelligemment si tu disposes des bonnes informations. Mais si suffisamment de conducteurs commencent à poser les bonnes questions en concession, si suffisamment d'acheteurs commencent à dire non merci, je préfère la version simple et fiable, les constructeurs finiront inévitablement par comprendre et adapter leur offre. Le marché, c'est nous, et le choix est entre nos mains. Si tu veux continuer à faire les bons choix automobiles, abonne-toi à la chaîne Tech Auto V12. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les 10 voitures les plus fiables que tu peux acheter en France en ce moment. Des voitures qui évitent la quasi-totalité des pièges que nous venons de voir ensemble. À très vite.